Bonjour, c'est Meb Cristal. Je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième volet des podcasts ChristCare, théorie et rencontres autour de la lithothérapie. J'espère que vous avez aimé l'index des pierres avec son premier épisode, l'actinolite. J'en profite d'ailleurs pour répondre à Loulou qui a laissé une question en commentaire. Est-ce que ça peut être dangereux d'être en contact avec l'amiante présent dans la pierre ? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. La dangerosité de l'amiante est particulièrement lorsqu'elle est en fines particules ou en poussière, en s'attaquant au système respiratoire. Les pierres roulées ont peu de chances de produire des poussières, cependant effectivement les pierres brutes s'effritant assez facilement, il faut les manipuler avec soin. Les fines particules, la plupart du temps, ont été soufflées ou brossées lors de la commercialisation des pierres. Le danger est plutôt pour les mineurs, dans les mines, pas les enfants. Mais dans les pays qui respectent les salariés, ils sont équipés en conséquence. C'est pourquoi l'origine de la pierre aussi est importante. Il y a donc peu de danger à posséder une actinolite à la maison. L'utilisation en essence, cependant, en trempage direct, est pour moi à s'interdire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Loulou. Encore merci de l'avoir posée. J'espère que vous avez apprécié la pratique sur le choix, le nettoyage et la recharge des cristaux. Je vous encourage vraiment à laisser vos avis et commentaires pour améliorer ces podcasts. Aujourd'hui, nous allons parler minéralogie et système cristallin. Comment se forment les pierres ? Qu'est-ce que sont les systèmes cristallins ? Et pourquoi est-ce intéressant de le savoir en lithothérapie ? Je vais commencer par répondre à cette question. Vu l'intérêt grandissant dans les pierres, que cela soit pour l'énergie, lithothérapie, magie, feng shui, reiki, yoga, etc., pour la bijouterie ou pour la collection, le marché est devenu une aubaine financière pour beaucoup. Malheureusement, qui dit aubaine dit aussi escroquerie et faux. Donc, en sachant le plus possible sur les pierres, nous évitons de nous faire revoir. Dans les années 90, j'avais adoré un livre dans lequel je me suis replongé, pour être le plus clair possible aujourd'hui. Le guide des pierres et minéraux, roches, gemmes et météorites, de Walter Schumann. Je vous le conseille notamment si vous aimez les pierres, aussi pour leur chimie. En effet, ce livre ne parle pas du tout de l'énergétique, mais plutôt de la géologie. Ce livre commence en expliquant qu'avant le XXe siècle, les pierres ont été recensées et classées entre 384 et 322 avant Jésus-Christ par Aristote. Il crée un système qui perdurera près de 2000 ans. Il faut quand même noter que les pierres ont été utilisées avant puisque les Égyptiens utilisaient l'or et le lapis lazuli, entre autres pour protéger les momies, et encore avant avec les Mésopotamiens qui utilisaient déjà la malachite et les turquoises. Après Aristote, entre 1514 et 1555, c'est un certain Georges Agricola, un médecin allemand qui met au point une nouvelle classification des minéraux, grâce à laquelle il est considéré comme le père de la minéralogie. Du fait de l'explosion de l'exploitation minière à l'ère industrielle, ce fut l'occasion de découvrir et valoriser de nombreux cristaux. Et, encore un Allemand, Abraham Gottlob Werner, met en place une nouvelle systématique des cristaux, qui est toujours en majorité valable au moment où je vous parle. Sur la partie physique et chimique, la recherche ne chôme pas, puisque de nombreux cristaux sont inventés ou retravaillés régulièrement en laboratoire, pour pouvoir mieux les étudier, mais aussi pour vendre des plus grosses pièces de certaines matières que l'on trouve naturellement qu'en petit éclat, comme par exemple le bismuth. Sur le plan énergétique, il faut souligner que l'anglaise Judy Hall se place en leader avec ses 3 Bibles des cristaux et tous ses ouvrages à ce sujet. C'était la minute historique. Passons donc à la création. Comment se forment les cristaux ? Eh bien, ils se cristallisent, d'où leur nom. Plus sérieusement, avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler les couches de l'enveloppe terrestre. Au centre de la Terre, nous avons le noyau, principalement composé de fer. Il est composé de 2 couches, interne et externe, toutes les 2 liquides, avec une température et une densité différentes. Ensuite, nous trouvons le manteau, qui est lui aussi composé de 2 couches. La partie inférieure est solide, mais visqueuse, et en mouvement. Et la partie supérieure devient moins visqueuse, voire rocheuse, et un peu moins en mouvement. Enfin, nous arrivons à la croûte terrestre composée de la croûte océanique épaisse de 5 km, qui est principalement composée de roches basaltiques, puis à la croûte continentale, principalement granitique, qui fait entre 30 et 100 km. Nous avons les pieds dessus. La formation des cristaux s'appelle scientifiquement la genèse. Il y a 4 types de genèse. La genèse magmatique, c'est la cristallisation du magma qui se refroidit en remontant vers les couches supérieures, comme le quartz par exemple. Mais cela peut être aussi des gaz venant du magma qui viennent perturber la roche du manteau et créer des minéraux principalement constitués de chlorure, fluorure et sulfate.
C'est là aussi que sont créés l'or et l'argent. C'est aussi grâce à ces gaz qui créent des poches, des explosions, que les minéraux remontent à la surface. La genèse sédimentaire se déroule, elle, dans la croûte terrestre, et ce sont les éléments de surface, l'eau et l'air, qui viennent dissoudre ou s'infiltrer dans les roches pour créer de nouveaux cristaux en séparant la matière. Un exemple de l'effet de l'air et de l'eau est la création d'évaporites. La chaleur extérieure fait évaporer l'eau, et l'air concentre ce qui reste pour former des cristaux. Les résidus du vivant aussi peuvent agir sur les roches sédimentaires, sur le type de formation minérale, comme pour l'ambre par exemple. Le troisième type de genèse est la genèse métamorphique. Au plus profond de la croûte terrestre, à la limite du manteau, il existe de fortes températures et de fortes pressions qui métamorphosent les minéraux existants en d'autres minéraux. Enfin, le dernier processus de création des minéraux, c'est la paragénèse. Des cristaux identiques génétiquement se rassemblent ou s'excluent d'un groupe rocheux. Schumann donne l'exemple de la barytine, la fluorine et la galène qui se rencontrent toujours ensemble dans certaines roches. Et à l'inverse, des feldspaths et des sels de gemme ne seront jamais dans le même rocher. Toutes ces interactions font que les éléments chimiques s'entrechoquent, se collent, se séparent, s'associent et forment l'ensemble des cristaux. C'est cela que la formule chimique représente. Les atomes principaux, les lettres de la formule, et leur union, les chiffres. Nous allons maintenant aborder la partie la plus complexe de mon point de vue, en minéralogie, les systèmes cristallins. On ne peut pas vraiment déterminer un système cristallin à l'œil nu, d'une part parce que le système cristallin décrit la façon dont le maillage est symétrique en 3 dimensions ou plus, et d'autre part parce que si ce maillage peut avoir un effet sur l'apparence globale de la pierre, il ne faut pas oublier que l'on peut tailler les pierres, et on peut leur donner l'aspect donc d'une autre pierre. C'est intéressant à savoir à notre niveau, principalement lorsque l'on a un doute sur un vendeur. S'il se trompe de système, peut-être qu'il vous vend, ou alors qu'il a acheté lui-même, une pierre à la place d'une autre. Les systèmes cristallins sont au nombre de 7, et ils regroupent les pierres par rapport à la façon dont la structure des cristaux formant les pierres sont arrangées géométriquement. Le système cubique regroupe les cristaux qui ont leurs 3 axes de la même longueur et perpendiculaires entre eux. Ce système se divise en 6 formes, le cube, l'octaèdre, le rhombododécaèdre, le pentagonododécaèdre, le tétragonotrioctaèdre ou trapézoèdre et l'hexaoctaèdre. J'espère que vous avez bien compris, parce que je compte pas les répéter. Lorsque 3 axes sont perpendiculaires et que 2 ont la même longueur et se trouvent dans le même plan, la pierre fait partie du système quadratique, que l'on appelle aussi tétragonal. Il se divise en 5 formes, les prismes, les pyramides tétragonales, les trapézoèdres tétragonales, les pyramides dites tétragonales et les bipyramides. Lorsque le cristal peut être divisé sur 4 dimensions et que 3 axes se trouvant dans un plan ont la même longueur et se coupent avec des angles de 120 degrés et que le 4e axe est perpendiculaire avec une longueur différente, nous sommes dans le système hexagonal. Il est divisé en 4 formes, les prismes, les pyramides hexagonales, les pyramides et les bipyramides dihexagonales. Le système rhomboédrique ou trigonal rassemble les pierres qui ont une symétrie sur 4 axes à 120 degrés. Il est divisé en 4 formes, les prismes, les pyramides trigonales, les rhomboèdres et les scalénoèdres. Lorsque les 3 axes sont perpendiculaires entre eux et de longueurs différentes, nous sommes dans le système orthorhombique. Il se divise en 4 formes, les pinacoïdes de base, les prismes, les pyramides orthorhombiques et les pyramides orthotombiques. Le système monoclinique rassemble les pierres dont les 3 axes ont des longueurs différentes, mais 2 sont perpendiculaires et le 3e est incliné par rapport au plan des 2 premiers. Ils sont divisés en 2 formes, le prisme et le pinacoïde. Enfin voilà le dernier système, le système triclinique, où les 3 axes ont des longueurs différentes et des angles d'intersection sont aigus, c'est-à-dire inférieurs à 90 degrés. Ils sont divisés en 2 formes, les prismes et les bipyramides. Pour bien identifier son cristal, il faut aussi se fier à diverses propriétés. La première propriété importante de mon point de vue est la dureté. La dureté, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode de l'index des pierres, c'est à savoir comment travailler son cristal. On utilise l'échelle de Mohs du nom de son inventeur. La technique est simple. On raye avec des outils ou des cristaux étalons le cristal que l'on teste. S'il se raye, c'est qu'il est de la dureté d'en dessous. L'échelle de Mohs est graduée de 1 à 10. Voici les moyens de reconnaître sans outil la dureté ainsi que le minéral de référence pour chacune des graduations.
Si vous pouvez le décaper avec un ongle, votre cristal a une dureté de 1, la plus petite. Vous pouvez la tester avec du talc, c'est-à-dire que le talc ne rayera pas la pierre, tous les autres minéraux de référence d'échelle, si. Si votre cristal résiste au talc et au minéral de gypse, mais pas à la rayure de votre ongle, alors votre cristal a une dureté de 2. Si vous pouvez rayer votre pierre avec une pièce en cuivre et qu'il résiste à la calcite, la dureté est de 3. Si votre pierre est rayable facilement au canif ou résiste à la fluorine, alors sa dureté est de 4. Si votre pierre résiste un peu plus au canif et à l'apatite, sa dureté est de 5. Pour une dureté de 6, il faut tester avec une pierre d'orthose ou voir si une lime d'acier peut rayer votre pierre. Si votre pierre raye le verre à vitre et qu'il résiste au quartz, c'est une dureté de 7. Si votre pierre résiste à la topaze, c'est une dureté de 8. Si elle résiste au corindon, c'est une dureté de 9. Et enfin, si le diamant ne parvient pas à rayer votre pierre, elle a une dureté de 10. Les scientifiques préfèrent la dureté absolue de Rosiwal. C'est plus précis, mais ce n'est pas réalisable par n'importe qui, d'où l'intérêt de cette échelle pour les particuliers. Dans la même catégorie, il y a la densité. C'est assez probant pour les pièces censées avoir une densité importante pour les différencier des pierres synthétiques d'imitation. Une propriété intéressante à vérifier également, c'est le magnétisme de la pierre, à condition évidemment de savoir au préalable si notre pierre est magnétique ou non. Deux autres propriétés sont intéressantes, la luminescence et la fluorescence. Certaines pierres par exemple vont briller comme des verres luisants après avoir été au soleil. Certaines le sont naturellement grâce à leur composition chimique, d'autres parce qu'ils ont été vernis ou colorés pour cela. Par exemple, le jade existe sous une forme fluorescente naturellement, mais ces cristaux sont rares à trouver. Donc des laboratoires se sont mis à vernir des pierres de jade avec des vernis fluorescents. En lithothérapie, la fluorescence ne change pas l'énergie de la pierre, donc peu importe en soi. Mais je trouve que c'est un aspect important à prendre en compte. La première fois j'étais comme un enfant devant cette pierre, et elle a vite remplacé les autres, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'elle avait été teintée, et du coup son effet sur moi en termes de joie et de bien-être déjà, n'était plus au même niveau, à cause de la déception d'avoir été trompé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des vérifications que l'on peut faire pour acheter une pierre. Il me reste à vous parler des familles des cristaux, et nous en aurons terminé pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit lundi, les cristaux sont aussi triés de manière chimique en 9 classes. La première classe regroupe tous les cristaux constitués d'éléments natifs, c'est-à-dire qu'ils sont composés que d'un seul élément du tableau périodique des éléments. Dans cette classe, nous retrouvons en outre l'or, l'argent, le cuivre, le platine, le bismuth, l'arsenic, le soufre. La deuxième catégorie regroupe tous les cristaux constitués de sulfure et sulfosel. Cette catégorie est répartie en 2 groupes. Le groupe des métalloïdes. Ces membres ne contiennent qu'un seul métalloïde dans leur composition et sont répartis en sous-groupes comme suit. Les sulfures, dont le métalloïde principal est le soufre, les sélénures, pour ceux basés sur le sélénium, les tellurures, pour ceux dont l'anion principal est le tellure, les arsénures pour la famille de l'arsenic, les antimonures pour ceux de l'antimoine. La troisième catégorie, des halogénures, rassemble les cristaux à base d'halogènes. Les cristaux de cette famille sont souvent solubles dans l'eau. Voici quelques membres, l'halite, la fluorite et la cryolite. La quatrième catégorie regroupe les minéraux dont le groupe d'anion principal est basé d'oxyde et d'hydroxyde. Cette catégorie est divisée en 3 sous-classes, les oxydes simples, par exemple l'hématite, les oxydes multiples, comme les spinels, et enfin, les hydroxydes. Passons à la 5e catégorie des nitrates, carbonates et borates. Chacun de ces 3 noms compose un sous-groupe de cette famille. Je vous cite une pierre de chaque sous-groupe, la calcite pour les carbonates, la nitrontatrite pour les nitrates et l'ulexite pour les borates. La 6e catégorie regroupe les sulfates et ses dérivés, dont les sous-groupes sont sulfates, dont fait partie la lunite, les chromates avec la crocoïte, les tungstates, dont fait partie la scialite, les molybdates, comme la wulfénite. La 7e catégorie rassemble les phosphates et ses dérivés, divisés en phosphates avec la purpurite, arséniate dont fait partie l'adamite, et les vanadates avec la vanadanite. Nous arrivons à l'une des familles les plus importantes, celle des silicates, qui est divisée en sous-classes. La première sous-classe des nésosilicates, basée sur l'élément SiO4. Les pierres fameuses de cette famille sont l'olivine, les grenats et les topazes.
La deuxième sous-classe, des sorosilicates, ont pour élément principal des amas de Si2O7. C'est la famille de l'épidote. La troisième sous-classe, les cyclosilicates, qui sont des amas de 3, 6 ou 9 tétraèdres de SiO4. Il y a 2 groupes distincts dans cette sous-classe, les béryls, dont font partie l'aigue-marine et l'émeraude, et le groupe des tourmalines. La quatrième sous-classe des silicates s'appelle la famille des inosilicates. Elle est divisée à son tour en pyroxène et en fibole. Nous avons également une sous-classe nommée phyllosilicates. C'est la cinquième des silicates. Elle est divisée en 3 familles, les micas, les argiles et les serpentines. Enfin, la dernière sous-classe des silicates est la classe des tectosilicates, qui est divisée en familles que sont les veldspates, les velspatoïdes, dont fait partie la lapis-lazuli, et les zéolites. La dernière des catégories rassemble tous les cristaux basés sur les composés organiques comme l'ambre ou le bois fossilisé. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête après toutes ces informations à la suite. Les prochains épisodes seront beaucoup plus fun, je vous le promets. Il est temps pour moi de vous remercier et de vous encourager à partager, commenter, aimer ce podcast et de vous laisser en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous entourer de la meilleure énergie possible.